Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un peu le comment prendre de bonnes décisions. Je tire ces informations-là du livre Comment prendre de bonnes décisions. Ça vient pas encore une fois de moi totalement, mais je trouve ça tout le temps assez intéressant de vous partager ce que je lis et ce que j'apprends. Tout pour commencer, dans le fond, tu sais, il y a, en fait, dans la pensée, il y a deux choses qui limitent ce que qui limitent dans le fond la prise de décision. La première, c'est les limites des capacités cognitives de tout le monde. Nous ne sommes pas capables d'obtenir et de traiter l'intégralité de l'information nécessaire à la réalisation d'un choix optimal. Ce que ça veut dire, c'est que c'est impossible pratiquement d'avoir toutes les informations pour prendre des décisions dans les choix de vie qu'on fait, peu importe c'est lesquels, que ce soit en couple, que ce soit le travail, que ce soit les activités, que ce soit de faire des bonnes résolutions, puis peu importe le choix qu'on fait. Puis c'est ça qui est dur dans la vie, c'est que ça qu'on a à faire, des choix constamment. Puis il y en a des plus durs que d'autres, il y en a des plus faciles que d'autres. Puis ça, je dis ça parce que je connais des gens, tu sais, proches de moi qui ont juste changé de job des fois quand tu as un bon salaire avec de bonnes conditions. Ben, pas des bonnes conditions, mais tu sais, des avantages sociaux, puis que ça fait 15 ans que tu es à la même place, mais que tu es malheureux, puis que tu as une équipe de, tra- de collègues que tu n'aimes pas, ça devient toujours difficile de changer. Puis moi, je connais quelqu'un qui avait fini par changer d'endroit, quitter tout ça, pour se faire dire par des gens après ça, waouh, j'ai envie d'être capable de faire ça, de pouvoir changer. Tu sais, moi, je peux pas changer parce que j'ai une hypothèque, parce que j'ai des obligations, parce que j'ai blablabla. Mais tu sais, tout ça part du fait que ça a été dur de changer d'endroit de travail, tout simplement parce qu'il manquait des informations, tu sais. La deuxième des choses, c'est la complexité de l'environnement. Les avantages et les inconvénients de chaque option sont souvent impossibles à appréhender. Ce que ça dit, ce que ça veut dire dans le fond, c'est que c'est difficile de savoir d'avance qu'est-ce qui va être bon puis mauvais, ou les avantages et les inconvénients de peu importe le choix qu'on va faire. Parce que parfois, la seule chose qui est utile, c'est de faire le choix puis de voir qu'est-ce que ça donne. T'sais. Parce que même si on y réfléchit pendant 3 ans de temps, à tous les jours, ou qu'on se fait des plans, des fois, il y a des réponses qui ne viendront pas. Même si on se met à chercher les informations, même si on essaye de voir qu'est-ce qui va être bon, on ne pourra pas nécessairement toujours tout savoir. Puis même en couple, des fois on se met des barrières comme de se mettre des critères qui sont pratiquement impossibles, où on s'en met trop de critères, où on a trop peur de ci ou trop peur de ça, où on veut pas revivre telle affaire. Puis souvent, on les aura pas les informations nécessaires, puis on n'aura pas plus qu'est-ce qui va être bon ou mauvais dans le choix de relation qu'on veut tant qu'on le vit pas. Tu sais, c'est de prendre le risque de le vivre. Puis il y a aussi une autre chose qui fait en sorte que il y a des pièges de notre réflexion, puis il y en a 6. La peur du risque, qui est le premier, on s'entend, la peur du risque fait en sorte que souvent les gens prennent pas de décision. Euh, L'aversion à la perte, c'est-à-dire justement, on n'aime pas perdre quelque chose. Puis ça nous fait vivre bien plus d'émotions si on perd quelque chose que si on gagne quelque chose. Le biais de confirmation que beaucoup d'autres personnes ont déjà parlé dans des podcasts ou dans plusieurs livres, que je vais y arriver plus tard. Là. L'explication. Là. La surévaluation des bénéfices immédiats. Ça, c'est vraiment le fait que si je fais une action, ou si je fais un choix, ou si je fais quelque chose, je dois obtenir quelque chose immédiatement, tout de suite. Je reviendrai sur chaque point après. Le besoin de conformité. Ça le dit un peu, c'est un besoin, puis on veut se conformer aux idées des autres. Parce que se sentir différent fait en sorte que, ben, si je me sens différent, peut-être que je suis pas normal, peut-être que je suis pas bien, donc je vais prendre une décision en fonction de ce que les autres veulent ou de ce que les autres pensent. Et le biais d'autorité. Ben, ça, c'est-à-dire se faire dire un peu quoi faire. Parce qu'on
Si c'est pas nous qui prend la décision, puis si ça vient de quelqu'un d'autre, ben tu sais, ça veut dire que c'est pas grave si je me plante, parce que ça sera pas nécessairement de ma faute. Donc, si on revient un peu, le peur du risque, ben tu sais, ça le dit, là, c'est d'avoir peur du risque, là, c'est un risque de quoi? Un risque de perdre quelque chose, un risque de souffrir, un risque de revivre des choses, un risque de ne pas prendre la bonne décision. Tu sais, on peut en trouver beaucoup. Puis la plupart, je te dirais, des gens préfèrent le statu quo au changement. Pourquoi? Parce que on a peur du changement, on a peur de la nouveauté. C'est tous des stresseurs normaux, des stresseurs normaux plutôt. Ce qui fait qu'on préférait éviter de ressentir tout ça. Donc, on va rester dans ce qu'on connaît, la zone de confort, là, ce qui est confortable. On ne bougera pas de là. Mais au bout du compte, qu'est-ce que ça va donner? On peut vivre quand même beaucoup de regrets de ne pas avoir choisi, de ne pas avoir changé. Et on peut accumuler un paquet d'émotions désagréables, beaucoup de peine, beaucoup de colère de ne pas avoir changé quelque chose. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on met souvent la faute sur les autres, de tout ça. Fait qu'on va plutôt aller dans l'évitement. Puis, le statu quo, c'est une forme d'autoprotection des conséquences qui pourraient arriver, des erreurs. Puis l'évitement peut également prendre la forme de procrastination, c'est-à-dire prendre du temps. Comme là, je vais donner un exemple. Ça fait quand même un bout que j'étais censé une semaine que j'étais censé faire le podcast sur comment prendre de bonnes décisions. Puis ça fait une semaine que je le retarde, que je le retarde, que je le retarde. Puis je m'inventais plein de raisons pourquoi je le faisais pas. Puis là, je me suis dit, bon, ben même si ça me tente, même si je suis dans peut-être que je pourrais le faire plus tôt demain. Là, je me suis dit, je vais le faire pareil. Puis, la procrastination, on sait c'est quoi un peu, c'est toujours remettre à plus tard quelque chose. Est-ce que c'est mauvais en soi, remettre quelque chose à plus tard? Non. Des fois, c'est correct, ça dépend de comment on se sent, ça dépend. Le problème, c'est que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on commence à être habitué de remettre à plus tard, on le fait souvent à la dernière minute. Un peu comme quand on se rappelle quand on était au secondaire, au cégep, à l'université, peu importe, puis qu'on remettait nos devoirs tout le temps. Ah, je vais le faire à la dernière minute, on va étudier à la dernière minute. Ou d'autres sortes de projets qu'on décide de faire à la dernière minute. Je prends l'exemple, j'ai parlé avec des membres de ma famille qui sont tout nouveaux sur le marché du travail, qui travaillent dans un dépanneur, puis qui rencontrent beaucoup de gens qui, à la dernière minute, viennent chercher une carte de fête ou une carte de ci ou une carte de ça dans un dépanneur, puis avec un petit cadeau par rapport, parce qu'on s'y prend à la dernière minute. C'était une forme de procrastination aussi. L'évitement, c'est aussi. L'évitement de la prise de décision peut également prendre la forme de la délégation à autrui, c'est-à-dire de le donner à quelqu'un d'autre. Tu sais, donner des choses qu'on. Tu sais, dans le travail, c'est correct, à un moment donné, on vient surcharger, fait qu'on délègue des tâches à d'autres personnes. Mais des fois, on peut prendre une habitude de, vu qu'on veut pas décider quelque chose, on va déléguer beaucoup de décisions aux autres. Moi, je l'ai fait dans une relation avec quelqu'un, parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que la personne aimait bien prendre des tâches. Fait que moi, j'y déléguais, j'y laissais parce que ça lui faisait plaisir d'un certain sens. Fait que je m'enlevais des trucs à faire, puis c'était correct. Mais en même temps, j'étais rendu tellement habitué de déléguer qu'à un moment donné, je prenais plus la responsabilité de le faire. Fait que des fois, ça procrastinait un peu parce que je m'attendais à ce que l'autre le fasse. Puis ça, c'est pas toujours bon non plus parce que j'étais rendu habitué. Fait qu'on on remet nos choix. Puis je dirais comme autre exemple que en consultation, j'ai des gens, puis on travaille là-dessus, sur le fait qu'ils ont remis le choix de leur étude, que ce soit au cégep, ils sont au secondaire puis ils savent pas quoi faire au cégep. Ceux qui sont au cégep font des études qu'ils aiment pas tant. Ceux qui vont à l'université, ils ont pris quelque chose que ça leur tentait pas tant finalement parce qu'ils ont remis ça aux mains de quelqu'un d'autre. De leur choix d'études. Fait que ça a créé en dedans d'eux une espèce d'incohérence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Fait que c'est un peu ça. Comment éviter le piège de l'évitement? C'est bien, hein? Comment éviter le piège de l'évitement? L'aversion au risque peut également se corriger. En fait, peut se corriger en considérant, dans le fond, en reconsidérant notre perception de l'erreur. Puis là, on n'est pas dans il faut faire quelque chose. Dans le fond, ce qu'il faut changer ici, c'est notre manière de percevoir l'erreur. Parce que ça, je l'ai vu beaucoup au secondaire, puis même au primaire, mais même au cégep, des gens
veulent tellement pas faire d'erreur, veulent tellement pas être pris de court, puis montrer qu'ils ont une mauvaise note ou une mauvaise, ne pas se sentir bons, compétents, ce qu'ils vont faire, c'est de pas le faire. Mais si je l'ai pas fait, c'est pas moi qui est pas bon, c'est pas que je l'ai pas fait, c'est pas la même affaire. Donc, je n'ai pas le sentiment que je suis un pas bon ou que je suis. Fait que c'est vraiment de retravailler cette considération-là. Puis ça, on peut le faire en consultation, tu sais, ça va un peu en lien avec l'estime de soi, mais c'est de voir plutôt l'erreur comme étant naturelle, comme étant normale, comme étant un apprentissage, comme étant quelque chose de ah. Tu sais, moi j'ai dit souvent que ce que je me rappelle le plus des choses de la vie que j'ai faites, c'est pas tout ce que j'avais de facile. C'est toutes les fois où je me suis planté puis j'ai fait des erreurs. Ça, je m'en rappelle bien plus. Puis j'ai plus de mémoire là-dessus, puis j'essaie de voir les choses, puis de faire les choses autrement, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, tu sais, que ce soit n'importe quoi. Il y a aussi ce qu'on appelle le décideur hyper contrôlant. Ça, c'est celui qui va aller chercher, en fait, le plus d'informations possibles avant de prendre une décision. Mais il va tellement perdre de temps à vouloir avoir le plus d'informations possibles et le plus de certitudes possibles. Et là, je donne ici comme exemple, là, c'est banal, là, les sites de rencontres ou comment rencontrer quelqu'un ou quand on parle à nos amis puis qui se mettent tellement de critères de sélection puis il faut tellement que la personne soit parfaite, irréprochable avec un passé contrôlé puis blablabla puis tout le kit qui fait en sorte que ils rencontrent jamais personne au final ou ils font une rencontre c'est terminé, ils laissent aucune chance. Fait que c'est comme si le choix était délégué à tu ne remplis pas mes critères, mes petites cases, tu ne remplis pas toutes les informations dont moi je veux immédiatement, ce qui fait que j'ai pas besoin de prendre une décision, j'ai pas besoin de décider, ça c'est fait pour moi. Ce qui fait qu'au bout du compte, on finit la plupart du temps beaucoup plus déçu, beaucoup plus frustré que d'autres choses parce qu'au final, on continue de se dire que ça vaut pas la peine puis qu'on continue de renforcer l'idée que de mettre des critères aussi hautement difficiles à atteindre fait en sorte que j'ai pas de choix à faire, donc j'ai pas de souffrance à vivre. On est encore un peu dans l'évitement, tout s'imbrique un peu l'un dans l'autre. Puis c'est la même chose aussi avec les perfectionnistes, l'hyper contrôlant, c'est un peu ça, là, dans le fond, là, c'est qu'ils veulent tellement tout contrôler, tellement avoir la perfection, tellement avoir que au final, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix possible que d'éviter, tu sais. Puis ça fait naître beaucoup d'hyper-anxiété aussi, tu sais, de vouloir tout savoir parce qu'on veut tellement être sûr et certain qu'on s'empêche des fois de vivre quelque chose de le fun, tout simplement parce qu'on pense que soit qu'il n'y a pas assez d'informations pour comprendre quelque chose, de soit qu'il n'y a pas assez d'informations pour genre faire comme ah, je sais pas, j'ai peut-être peur de souffrir. Puis il y a aussi, je donne l'exemple, dans les milieux de travail, ben, ça va être des gens qui vont tellement tout décider que finalement, tu n'as aucune place à l'initiative. Parce que dès que tu en prends une, tu te fais ramasser. Là, je vais donner l'exemple ici de la bureaucratie. Il y a tellement de paperasse à mener qu'il n'y a plus de décision à prendre. Tu fais juste te fier à une feuille de papier. Comme ça, si tu fais une erreur, c'est pas de ta faute. Ce qui est un peu dans les faits un peu paradoxal, je dirais, parce que même quand on suit le protocole à la lettre pour se dédouaner un peu de la responsabilité d'avoir fait une erreur, si on a quand même fait une erreur, ben nos supérieurs vont quand même nous taper ses doigts parce qu'on a fait l'erreur, parce qu'on aurait dû réfléchir autrement, même si on a appliqué. C'est juste qu'on n'aura pas de sanctions, genre on ne sera pas suspendu, on n'aura pas de grosses conséquences, mais on va quand même se faire reprocher. On va quand même avoir une perte de reconnaissance, puis on va quand même se faire traiter un peu comme de la marde parce qu'on n'a pas été capable de. Mais en même temps, on nous dit de pas le faire. Fait que, c'est là ici qu'on voit un peu le paradoxe. Fait que comment assouplir l'hyper contrôlant? Ben là, de ne pas toujours tout. La première des choses, c'est de ne pas vouloir toujours tout planifier d'avance. Puis c'est d'accepter un peu l'incertitude. Fait que là, on est plus dans la gestion des émotions, de l'anxiété, puis d'apprendre à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Et de se détacher aussi de ce qui ne nous appartient pas, des fois. Et d'accepter que les autres sont des personnes pleines et entières et qu'ils prennent des décisions aussi. Tu as le décideur impulsif.
Ça, c'est simple. C'est celui qui prend une décision sous le coup de l'émotion. Il n'y a pas beaucoup de, de- d'informations plus. Souvent, ça va être les gens, ils vont vivre une grande tristesse ou une peur. Je vais donner l'exemple le plus banal qu'il n'y a pas. Les gens qui vont aller magasiner, s'acheter du linge, s'acheter des trucs sur Amazon, magasiner longtemps pour ne pas souffrir. Parce que c'est impulsif. Je le fais. Ceux qui vont manger impulsivement, ceux qui vont consommer, ceux qui vont aller jouer à des jeux de loterie, à des jeux vidéo, ceux qui vont vouloir se battre. Il va y avoir aussi les comportements sexuels, aller cruiser full pin sur Tinder, même affaire. Fait que comment travailler l'impulsivité? Bien là, on est réellement dans la gestion des émotions, puis d'apprendre à apprivoiser la souffrance, l'incertitude, d'apprendre à vivre et de laisser vivre les émotions. Là, on passe au suivant qui est l'aversion des pertes. L'être humain est programmé pour éviter les pertes. Ça, c'est de base, là, c'est la nuit des temps. On était là pour, tu sais, je veux dire, on voulait pas perdre des membres de la famille parce qu'on voulait pas perdre notre bouffe, faut pas perdre notre maison, pas perdre l'argent, etc., là, pour pouvoir survivre. Mais c'est un réflexe de survie. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses mises en place pour nous éviter de vivre de l'insécurité, des pertes et de tout. Mais souvent, ça arrive pareil parce que oui, il y a des imprévus dans la vie, mais il y a aussi toute une question qu'il faut prendre plusieurs choix au travers de notre vie pour en arriver à être capable de vivre comme confortablement et sereinement sans être tout le temps pogné dans l'imprévu puis dans le mode survie. Là, après ça, il y a toute autre chose qui peut faire en sorte que, là je dis pas que c'est une généralité, mais mettons, je vais dire, comme les planificateurs financiers qui disent tout le temps d'avoir un bon coussin financier. Puis c'est toujours dur de prendre une décision là-dessus parce que si on est dans un salaire très bas, dans un emploi précaire, si on a une grande famille, si on a vécu une séparation ou une perte d'emploi, etc., ça devient dur de vouloir dire on va se mettre de l'argent de côté au cas où il y a un imprévu. Mais ça reste toujours important de quand même s'en mettre un petit montant pour être sûr qu'un jour on en arrive que si on en arrive à une perte d'emploi ou si on arrive à un emploi qu'on aime vraiment pas puis qu'on n'est pas bien, tant qu'à rester malheureux, mais on va essayer d'en chercher un autre, quitte à vivre quelques semaines ou quelques jours ou quelques, tu sais, sans emploi, puis on va être capable de payer nos factures pareil. Là, ou que si notre char part au garage puis là il y a une grosse réparation à faire, ben ça fera pas en sorte qu'on sera pas capable de payer notre bouffe ou le loyer, tu sais. On comprend un peu. Et des choix. Fait que, tu sais, on est programmé pour éviter les pertes, mais pour pouvoir éviter des pertes, il faut faire d'autres sortes de choix, des décisions par avant qui vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile par la suite de prendre des décisions dans des moments d'imprévu, d'insécurité, de peur. Fait que nous sommes inconsciemment plus attentifs aux informations et aux stimuli qui sont négatifs que positifs. C'est ça que je disais tantôt. Parce que le mode survie et la reproduction, il est plus important de repérer une menace qu'un bénéfice. Mais dans notre société d'aujourd'hui, je pense qu'on est rendu dans un endroit où on doit quand même aller vers gagner quelque chose. On n'est plus tant juste dans la perte, mais plutôt dans l'équilibre entre perdre quelque chose et gagner quelque chose. Parce que peu importe le choix qu'on va faire, ce qui va être difficile, c'est qu'on va toujours perdre de quoi, puis on va toujours gagner quelque chose. C'est juste qu'ici, il est plus question des fois de valeur, de sentiments, d'émotions, de trucs, de mode de vie que nécessairement de toujours être en mode survie. Fait que, tu sais, il va toujours avoir un côté émotionnel à tout ça. Puis, tu sais, je passerai pas beaucoup de temps sur ce concept-là, tu sais. Parce que, tu sais, l'être humain, non seulement, il aime pas avoir l'idée qu'on peut se tromper, mais en plus de ça, il faut changer nos idées, notre perception, puis changer notre fusil d'épaule. Mais ça, mais nous en voulons souvent à celui qui nous ouvre les yeux et qui est porteur d'informations qui dérangent. Et ça, en consultation, c'est constamment. Les gens, ils viennent pour qu'on les aide et on est beaucoup dans le comment je fais, l'action. Puis, tu sais, au bout de certains nombres de rencontres, on va dire, on va mettre en évidence certaines problématiques, certaines difficultés, certaines choses qui dérangent. On va aller un petit peu gratter, on va aller voir là où on veut pas tant l'être humain aller voir. Et ce qui arrive, c'est que les personnes veulent être aidées, mais ce qui est plate dans l'aide
dans la consultation, dans l'aide apportée, c'est qu'il faut aller là où on veut pas aller parfois. On ne peut pas juste rester dans le OK, tu veux juste planifier des affaires, on va travailler la planification. Non, parce que des fois, il y a des sphères de vie, il y a des choses à côté qui font en sorte que une chose, mettons, aussi banale que la planification vient interférer, vient mettre des bâtons dans les roues. Fait que notre job, un peu en tant que dans la relation d'aide, c'est d'aller vous aider, d'aller aider les autres à enlever les bâtons que les autres mettent, mais des fois que nous-mêmes, on se met dans les roues pour pouvoir avancer, prendre de bonnes décisions. Fait que ça arrive souvent que quand on va là où ça fait mal ou là où les gens veulent pas, ils viennent plus en consultation parce que c'était pas ça qu'ils voulaient. Mais c'est plate, mais la consultation, il faut y aller là où ça fait mal. Peut-être pas à la première, mais après 4-5 rencontres, c'est un peu normal qu'on y va. Mais comme les gens n'aiment pas tant ça, le message est souvent associé au contenu de la nouvelle, quand bien même sa responsabilité n'est en rien engagée. Les gens veulent pas voir la vérité en face souvent. Mais souvent, ce qui est plate, c'est que c'est la première étape, c'est d'en devenir conscient. Puis après ça, c'est plus facile de faire les choses pour changer. Fait que comment éviter les biais liés à l'aversion aux pertes? C'est important de réfléchir. C'est important de réfléchir à ce que ça nous apporte, ce que ça nous coûte. Tu sais, chaque choix, qu'est-ce que ça nous apporte de bien, mais qu'est-ce que ça nous coûte aussi. Puis si le coût devient plus grand que le bénéfice que ça peut nous apporter, ben ça peut venir aider à pencher dans une balance, tu sais, de faire une décision. Parce que des fois, de garder le même cap tout le temps, mais que ça nous coûte plus cher émotionnellement, financièrement ou toute autre manière, psychologiquement, la santé mentale, ça vaut plus la peine de continuer. C'est aussi bien de prendre une décision autre. Le biais de confirmation, cela, c'est quelque chose que on en parle souvent. C'est être sûr de son fait produit un sentiment agréable, un confort. L'être humain a tendance à sous-estimer tout ce qui vient déranger ses certitudes. Ce mécanisme nous conduit à ne pas voir ou à ne pas entendre les informations qui pourraient contrecarrer nos convictions. Puis là, ici, je vais aller plus loin. Je vais même aller dire que, dans le fond, c'est que on va éviter toute information qui vient déranger la note, puis on va même trouver des justifications. On va se justifier à soi-même en parlant aux autres pour se confirmer à soi-même que c'est ça qu'on pense. Donc, on va faire beaucoup d'actions qui vont juste aller vers le sens de ce que je pense déjà. Puis, ce qui est... on va écouter des choses qui vont dans le même sens, on va s'entourer d'amis, on va se mettre en couple, on va aller vers une job, on va faire beaucoup de choix qui vont dans le sens de ce qu'on pense. Mais des fois, c'est pas toujours bon. Puis souvent, ce qui va, puis ça va écarter, en fait, le biais de confirmation peut nous pousser à écarter ceux qui pensent différemment de nous et remettre en cause nos certitudes. Lorsqu'on nous tombons follement amoureux d'une personne, nous sommes peu disposés à prendre en considération les réserves qui peuvent émettre certaines de nos amis et de nouvelles autres informations. Puis c'est normal, puis c'est correct que ça arrive. Mais ici, puis tu sais, il y a l'espèce de mécanisme de déni aussi, on va se mettre dans le déni de bien des affaires. Puis elle peut également nous conduire à reporter sur autrui la responsabilité de nos propres actes. On va remettre ça sur la faute des autres. C'est à la faute des autres si on n'a pas si je suis pas capable de, puis si blablabla. Fait qu'on va, on va comme, pour pas souffrir intérieurement, on va comme prendre distance avec ce qu'on ressent, notre peine, notre tristesse, notre déception, notre colère envers nous, puis on va la projeter sur quelqu'un d'autre. C'est ça qui va arriver. Fait que ça va être la fête. Puis ici, c'est pas magique, là. Il y a comment limiter les... Ben, c'est c'est de parler à des gens, c'est d'écouter des podcasts, d'écouter des séries, des films, c'est d'écouter, de lire des livres, c'est de s'entourer d'informations qui ne sont pas toujours dans le même sens de ce qu'on pense. C'est de s'ouvrir à l'autre, c'est de s'ouvrir aux différences. Il n'y aura rien de magique là-dedans. Puis oui, ça fait peur. Puis là, on va rentrer, encore une fois, vous voyez, dans la gestion de l'incertitude, des émotions. Tu sais? Fait que c'est plus on va vers l'autre, plus on prend les idées des autres. C'est pas d'accepter ce que l'autre dit ou ce que l'autre fait, mais plutôt de comprendre le point de vue de l'autre et non de le bannir complètement. J'ai vu dernièrement cette semaine que
personne en politique américaine qui veut devenir importante, là, je vais dire ça de même, elle avait un lance-flamme, puis elle brûlait des livres québécois, français qui parlaient de santé sexuelle. Puis là, elle disait que ça vient empoisonner à la vie des enfants de faire ça. Fait qu'elle, si elle est élue de quelque chose, elle, ce qu'elle va faire, c'est voici ce que je vais faire avec, puis elle les brûle. Comment ne pas s'ouvrir aux autres. Cette manière-là de faire, elle le pense peut-être pas, mais ça vient confirmer les idéaux des gens, fait qu'ils sont contents, fait qu'ils font comme on veut voter pour toi, mais ça n'apporte rien de nouveau. Il n'y aura aucun changement à ce qui se passe dans la vie, puis il n'y aura pas d'amélioration de rien. Fait qu'on revient au fait qu'on est dans le statu quo, puis il n'y a rien qui change. Fait qu'on prend pas de décision. On attend que les autres le fassent à notre place, puis quand ils le font, ben, on est quand même mécontent parce que ça donne pas ce qu'on veut. Mais c'est sûr, il n'y a eu aucun changement. Là, je m'emporte. Après ça, on tombe dans la surévaluation des bénéfices immédiats. Ça, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est on le veut tout de suite. Puis le cerveau a du mal à patienter. Si on doit patienter, ben, ça va venir générer souvent des émotions intenses, des émotions désagréables. Ça peut même venir faire revivre des souffrances du passé et relationnelles et blablabla. Puis là, je donne un exemple de ma vie personnelle. Vite de même. Côté relationnel, il y a eu une partie où je dois apprendre à faire confiance aux décisions de l'autre dans sa propre vie, de ce qu'elle veut. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle veut changer, comment qu'elle veut changer les choses, puis de savoir c'est quoi ses valeurs, puis comment qu'elle veut les faire vivre. Quitte à ce que la relation n'existe plus, ou quitte à ce que la relation ne commence même pas, mettons. Je donne ça comme exemple, parce que faut apprendre à vivre avec ce qu'on a, tu sais, comme deuil à vivre, comme émotion. Puis là, je rentre pas trop dans les détails de tout, mais le but étant que vous prenez un peu ce qui vous appartient, puis vous faites des liens avec votre propre vie, tu sais. Puis je veux pas non plus étaler ma vie non plus sur un podcast, là, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est justement, chaque personne a ses propres choix à faire et ne peut pas faire ces choix-là seulement en fonction de l'autre, il y a en fonction de soi. Fait que là, moi, dans mes insatisfactions immédiates, puis je voudrais des satisfactions immédiates, ben je voudrais voudrais ça, mais pour l'instant, je ne peux pas l'avoir. Tout ce que je peux faire, c'est patienter. Mais patienter dans le sens où je m'empêcherai pas de vivre ce que j'ai à vivre de mon côté. Sauf que il faut que je patiente parce que cette personne-là ne peut pas me donner ce que je veux au moment où je le veux. Puis je ne peux pas la forcer à. Ça va juste faire en sorte que il va y avoir plus de coûts à l'autre personne que de bénéfices de prendre sa décision de quelque chose. Donc j'ai un peu expliqué. Fait qu'ici, tu sais, comment. Je rentre pas trop dans les détails parce que vous connaissez un peu là, l'exemple là, du bonbon placé devant l'enfant. Tu sais, si tu attends, tu vas en avoir deux. Si tu n'attends pas, c'est le seul que tu as. Là. Il donne d'autres exemples. Là, il y en existe d'autres. Là. Mais tu sais, ça dit aussi, tu sais, aider une personne dans le besoin ou en souffrance nous détourne de nos préoccupations et nous fait prendre conscience de notre propre chance. En allant faire les courses d'un ami malade, nous mesurons combien nous sommes chanceux d'être en bonne santé. En étant généreux, nous nous sentons utiles, ce qui augmente notre estime de soi. Cela nous permet de recevoir de la gratitude, de la solidarité en retour. Des études montrent que la pratique d'une activité bénévole réduit le symptôme dépressif et augmente durablement la satisfaction des individus. L'activation du circuit de la récompense dans le cerveau, la dopamine souvent, est plus forte lorsque l'on mène une action altruiste que lorsqu'on reçoit une récompense. Et ça, c'est totalement vrai. C'est une adaptation qui est à faire, mais c'est à apprendre dans la vie. C'est pas à 5 ans qu'on apprend à devenir altruiste, c'est plus tard dans la vie, tu sais. Fait que c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas appris, on va apprendre à lui donner des récompenses, puis avec le temps, on va travailler l'estime de soi pour développer, pour qu'elle devienne de plus en plus grande, l'estime, puis qu'on ait plutôt travaillé sur être altruiste. Fait que ça donne une gratification. Puis souvent, aider les autres, c'est pas une gratification souvent immédiate. On l'a plus tard. Puis souvent, des fois, on l'a beaucoup plus tard. Puis des fois, on la voit même pas. On peut l'avoir des années plus tard.
C'est un peu ça la job de relation d'aide, puis qui est difficile, c'est que la reconnaissance, on l'a pas. Pas immédiatement, souvent on l'a, elle est très petite, puis elle est loin. Comment limiter les conséquences de la surévaluation des bénéfices à court terme? Bon. Une des manières les plus rapides pour limiter l'impact de la surévaluation des bénéfices immédiats par notre cerveau émotionnel est de limiter les tentations qui se présentent à nous. Vider les placards des produits trop gras et trop sucrés et faire des courses le ventre plein. Si nous souhaitons perdre du poids, éviter d'aller flâner dans les magasins si notre compte en banque est dans le rouge. La deuxième, puis je donnerais comme exemple aussi, puis ça, on l'a fait quand j'ai travaillé en thérapie de dépendance, beaucoup. Ben, on compte, en le fond, c'est d'apprendre à ce que les gens contrôlent leur argent qu'ils ont sur eux directement. Parce que si tu n'as pas d'argent pour dépenser en consommation, ben tu peux pas consommer. Tu ne traînes pas une carte avec toi. Puis non plus, je l'ai donné comme conseil, mais pas une consommation à ta portée de main devant toi, là. Ça va être beaucoup plus tentant de l'avoir que pas. Fait que c'est la même chose sur un jeu, si on joue trop à des jeux vidéo. Si on a trop de loterie, va pas dans un bar où il y a une machine à loterie, va pas au casino, va pas dans un dépanneur chercher la loterie. C'est pour ça qu'ils ont serré les paquets de cigarettes, là, c'est pour pas que ça nous tente quand on arrive au dépanneur. C'est un peu ça leur stratégie dans les dépanneurs, dans les épiceries. Tu sais, les cochonneries qu'ils nous mettent sur le bord de la caisse pendant qu'on attend. C'est une stratégie très bonne pour faire comme on patiente, puis là on attend, fait qu'on va acheter quelque chose de plus. Puis c'est la même affaire sur tout, tu sais. Aujourd'hui, la sexualité, elle est tellement facile à aller chercher sur Internet qu'on n'a même plus besoin de se forcer de 4 secondes. Puis ça a des impacts sur nos relations après sexuelles. Si j'ai envie d'un acte sexuel, j'ai juste à aller sur Internet, je me touche un petit peu, puis bang, j'obtiens satisfaction, peut-être pas pleine. Ce qui fait que quand on entre en relation, en date avec quelqu'un, puis qu'on l'a pas, on devient vite frustré. On n'a pas appris à attendre. Puis c'est important d'apprendre à attendre parce que ça montre qu'on respecte l'autre. On est dans le respect du rythme de l'autre. Ce qui fait que nous-mêmes, on se respecte aussi, tu sais, puis on vit beaucoup moins de frustration. La deuxième piste, plus laborieuse, est d'apprendre à maîtriser nos pulsions. En prenant le temps, lorsque nous sommes tentés par quelque chose, de considérer combien cela va nous coûter au final. Lorsque je suis tenté par les noix de cajou que les amis ont mises sur la table pour l'apéritif, je peux visualiser ma montée sur la balance le lendemain matin. Là, il donne des exemples, mais c'est plus comme je reviens à la sexualité. Tu es en couple avec quelqu'un, tu as envie de sexe, ça ne peut pas t'en donner, mais tu t'en vas voir ailleurs. C'est sûr que c'est sûr que ça peut te coûter cher au bout du compte. Le biais de conformité. Maintenant, on passe à autre chose. Bon, l'espèce humaine est vulnérable, lente au sol, sans plumes lui permettant de voler, sans carapace pour se protéger, ni griffes acérées pour se défendre. D'une part, l'être humain a survécu grâce à sa capacité à vivre, à chasser, à se protéger en groupe. Du coup, l'homme est un être social qui porte solidement ancré en lui la peur du rejet par sa tribu. Donc ici, on comprend que on va prendre des décisions selon ce que les autres décident, puis ça peut arriver que moi j'ai déjà décidé quelque chose, mais parce qu'il y a plus de grand nombre de personnes de mon groupe choisit quelque chose, ça va me pousser à faire le même choix. Mais ça, c'est pas toujours bon. Parce que dans le fond, on va devenir incohérent avec notre personne, avec nos valeurs. Fait qu'on va vivre plein de déceptions et de frustrations parce qu'on fait des choix en fonction des autres et non en fonction de ce qu'on veut vraiment. Donc, comment limiter l'impact des biais de conformité? C'est d'être bienveillant envers soi-même vis-à-vis de son libre arbitre, son libre esprit, qui ont l'habitude de bousculer les routines et d'apporter des points de vue divergents. Pour qu'ils puissent jouer leur rôle, il est nécessaire de protéger ces gens-là qui sont différents. D'aller vers les gens qui pensent différemment, vers ceux qui sont capables de prendre des décisions sans... Ils font partie d'un groupe, ils sont importants. Puis je vais dire que moi, je suis le genre de personne qui n'adhère pas à l'opinion de groupe. Je vais souvent être lui qui dérange. Je vais souvent être lui qui va venir brasser la cage, brasser les idées, puis faire comme hey, c'est pas de même que ça marche. Et c'est très important d'en avoir dans son milieu de travail, dans ses relations. Pas foutre la merde juste pour foutre la merde, là. C'est de brasser les cages, de brasser des idées, de faire que les choses bougent, justement pour voir différemment les choses. C'est excellent d'avoir ça dans notre entourage parce que ça nous aide à évoluer, ça nous aide à faire les choses autrement, ça nous aide à prendre conscience de des trucs, mais ça nous aide aussi à prendre des choix qui sont conscients pour nous. Parce qu'on s'entoure de gens, au bout du compte, qui sont comme ça. Fait que c'est comme si, puisque je connais quelqu'un comme ça, je peux me donner le droit, moi aussi, d'avoir cette pensée-là, sans être rejeté des gens. Puis j'irai plus loin encore, si les gens te rejettent, vous rejettent, nous rejettent, parce qu'on pense pas comme eux,
ben peut-être que c'est une meilleure chose que cette personne-là soit partie, parce qu'elle nous respecte pas, parce qu'elle nous aime pas tel que l'on est nous. Elle aime l'idée du fait qu'on lui ressemble, qu'on pense comme elle. Donc, peut-être que cette personne-là, elle n'aime qu'elle-même et non ce que je suis réellement. Là, je vais loin, je le sais. C'est pas nécessairement une vérité pure, mais d'apprendre à s'aimer soi-même, c'est d'apprendre à avoir ses propres valeurs, ses propres idées. Puis comme ça, on peut savoir, voici ce que j'aime comme entourage d'amis ou de famille ou de couple autour de moi, pour moi. Puis voici ce que je suis prêt à donner. Là, on passe au biais d'autorité. Le biais d'autorité définit l'erreur de jugement qui consiste à surévaluer le point de vue d'une personne faisant autorité sur un sujet ou un regard de son statut social, de son titre ou de son expertise. Je vais être plate. On est dans une société où on valorise extrêmement les gens qui sont experts de quelque chose. Mais les experts de quelque chose, je tire ça d'un film, ben ils sont experts de rien du tout en fait. Parce que c'est quoi être expert réellement? C'est d'étudier un sujet puis de faire la même chose pendant 10 000 heures puis blablabla. Foutaise. Des fois, les gens, justement, ils sont beaucoup trop sûrs experts de quelque chose, ils s'enferment dans leurs propres idées puis ils sont plus capables de voir autre chose autrement. Ce qui amène plein d'erreurs. Il ne s'ouvre plus l'esprit. Donc, tu es expert de quoi finalement? T'sais, on m'a déjà dit que moi j'étais un expert dans les relations, des affaires de même, puis je trouvais ça un peu comique. J'avais un petit rire gêné parce que je suis pas expert fuck all dans la relation. Je suis très bon, mais pas toujours. Je fais plein d'erreurs, puis je suis pas parfait, puis je me plante la plupart du temps. T'sais. C'est juste que j'ai appris à me planter, puis que c'est pas grave, puis que je vis avec ces erreurs-là. T'sais. On donne beaucoup d'importance à des gens qui ont fait des hautes études, qui font des gros salaires, qui ont des longs titres, des titres importants. Puis on pense que... Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est une illusion, c'est juste pour nous faire... C'est pas ça qui fait en sorte que la personne va être bonne, elle va prendre des bonnes décisions, ou elle va être meilleure, ou peu importe, ou va nous aider. Pas du tout. C'est vraiment la relation qu'on a avec cette personne qui va faire en sorte que la perception qu'on a. Fait que si on croit que l'expertise que cette personne-là a, on y croit, bien sûr que ça va nous aider. Mais en même temps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va nous aider pour vrai. Ça peut aussi venir nous avoir un peu. Fait que comment limiter l'impact des biais d'autorité? Ben, dans le fond, c'est de diversifier les avis. Tu sais, souvent on fait ça en justice, on fait ça dans la bureaucratie. On a une décision, on va se rencontrer, on va en parler, on va demander à d'autres experts, entre parenthèses, puis on va discuter pour voir si on en arrive à peu près à la même idée ou à la même chose. Fait que c'est un peu ça. Puis l'autre chose, ben, si c'est plus côté entreprise, ben, c'est le management participatif. Ça, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un chef qui décide de tout, on s'assoit, on discute des choses, puis on prend des décisions tous ensemble. Fait qu'au lieu d'avoir une hiérarchie très, très, très verticale, on a plutôt une hiérarchie horizontale, ce que j'adore justement quand on fait partie d'une entreprise. Le debriefing, ça c'est s'asseoir puis parler, là. Une des clés du debriefing efficace consiste, lorsqu'il y a défaillance, à rechercher non pas un responsable, mais une solution. Puis ça, on est fort dans notre société parce que c'est soulageant, c'est sécurisant d'avoir trouvé un responsable, mais ça donne fuck all, ça sert à rien. C'est une illusion qui ne mène à rien de trouver un coupable, c'est de trouver des solutions. Mais des fois, il faut faire attention parce que trouver des solutions juste pour trouver des solutions, c'est un peu comme notre parti politique en ce moment. Il y a un paquet de solutions, mais qui mène à pas grand-chose de nouveau, ni à grand changement d'intéressant. Il nous montre qu'il fait de quoi. Puis là, les gens sont contents. Hey, enfin, quelqu'un, il fait quelque chose. Mais c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de changements qui ne font pas de réels changements à la fin, à part s'octroyer encore plus de pouvoir. Mais ça est un autre débat. Fait que ici, tu vois, contrairement à notre parti politique, c'est la décentralisation des décisions qui est important et la délégation à des gens sur le terrain. Parce que c'est ce qui est sur le terrain qui compte. Moi, j'ai une grande
il y a quelque chose que je déteste le plus, c'est bien des gens qui sont pris dans leur tour d'ivoire à penser, puis à prendre des décisions, puis après ça, à venir s'asseoir avec nous. Oui, c'est correct, ça nous fait penser autrement, justement. Mais les gens, il faut qu'ils descendent de leur tour d'ivoire, puis de leur tête, des idées bien pensantes, et de venir sur le terrain avec les gens du terrain pour qu'ils s'assoient ensemble et prennent, pas juste qu'ils viennent regarder, il faut qu'ils soient en action sur le terrain avec ceux qui sont déjà sur le terrain, mais qui mettent pas 100% d'action, mais tu sais, qui en fassent un peu, pour qu'ils voient c'est quoi, qu'ils comprennent, puis qu'avec leur expertise, je dis bien entre parenthèses, et leur œil extérieur, viennent faire, ok, là je comprends ce que vous dites, là maintenant voici entre la réalité de votre terrain puis la réalité de ce qui se passe dans la littérature scientifique et tout ça et dans mon expertise, voici ce qu'on peut mêler ensemble. Mais ce n'est pas en venant 2 fois par mois ou 3 fois par mois dans des réunions par rapport puis faire 2-3 observations que ça arrive, ça. Fait que là, on a passé les 10 pièges un peu de la pensée. Fait que là, on arrive plutôt à comment prendre de bonnes décisions, tu sais. Fait que là, ici, ben, explorer, c'est plus des petits trucs que j'expliquerai pas trop, parce qu'on a une part où il faut faire confiance à notre intuition, parce que notre intuition est quand même bonne. C'est juste qu'il faut apprendre à lui faire confiance. Puis c'est pour ça, pour faire confiance en fait à notre intuition, il faut que ce soit dans un domaine où on est quand même un peu, faut qu'on ait des compétences de base. Faut qu'on soit capable aussi une mesure, lorsque nous avons une mesure de la pertinence de notre action. Parce que si on peut absolument rien faire, on peut pas prendre une bonne décision, parce qu'on est un peu impuissant. Il faut avoir une bonne gestion de notre stress et de nos émotions pour être capable de prendre des bonnes décisions. Puis il faut d'avoir bien dormi, d'avoir bien mangé, tout ça. Puis d'avoir l'esprit reposé. Si on a trop de choses en tête, ça se peut que nos décisions, on ne soit pas capable de les prendre. Ça, c'est des trucs de base qu'on répète sur tout et rien. Je n'étalerai pas là-dessus. Il y a aussi qu'en faire confiance aux autres aussi, c'est important, tu sais. Mais là, on entre dans des informations plutôt. Je vous inviterai à lire le livre pour... parce qu'on parle ici de faire attention à la manipulation, à la flatterie, les dons forcés. Ça, là, sont forts là-dessus, les gens, là. Les dons forcés, c'est un peu genre... je vais te donner une reconnaissance ou je vais te donner telle affaire seulement si tu fais un don, tu sais. Ou tu sais, quand il te donne dans tes mains quelque chose, tu y as touché, fait que là, faut que tu le payes. Il faut faire attention à les gens qui intimident, au harcèlement, puis toutes ces affaires-là. Fait que, je passe vite dessus, mais quand on prend de bonnes décisions, il faut être en premier lieu clair sur les objectifs qu'on veut. Clair et précis, un peu comme partout, là, l'effet SMART. Là. Comment bien formuler un objectif? Je ne rentrerai pas là-dedans, c'est SMART, on le sait tous. Explorer 3 ou 4 options, c'est ouvrir le champ des possibles. T'sais, pour prendre une bonne décision, il faut être capable de s'ouvrir à plusieurs plans différents, à plusieurs idées différentes, puis être capable de se projeter un peu dans un avenir incertain sur qu'est-ce que ça pourrait donner à peu près si je fais tel choix ou tel choix. Fait qu'il peut. Puis là, il y a des techniques ici. Imaginons que l'option que nous envisageons soit interdite. Que pourrions-nous faire d'autre? Exemple, si quitter cet homme est impossible, que pourrais-je faire d'autre pour améliorer la situation? Les réponses pourraient être selon sa personnalité ou ses valeurs, discuter avec lui des choses qui ne vont pas pour essayer de trouver des solutions, passer plus de temps ensemble à faire des choses qui nous font plaisir, m'investir davantage dans ma vie sociale pour trouver d'autres sources d'équilibre, fréquenter en parallèle un autre homme qui m'apporte ce qui me manque. C'est pas que des bonnes décisions, mais si, mettons, le choix de quitter est impossible. Se demander, autre petit truc, se demander ce que l'on conseillerait à notre meilleur ami. S'il venait à nous soumettre le problème, le fait de nous décentrer de nous-mêmes, à prendre du recul et à réduire l'impact que les émotions peuvent avoir sur notre jugement peut nous aider. Se demander ce que ferait à notre place quelqu'un que nous admirons. C'est un peu le même principe, ça nous décentre de nous un peu. En parler à des personnes qui ont confronté à la même difficulté, par exemple à des membres d'une association, pour savoir il s'agit de l'équivalent de la technique du bon. Comment on fait des organisations qui ont réussi à dépasser des difficultés auxquelles mon entreprise s'est confrontée, etc. Là.
Faire un brainstorming avec quelques amis qui auront chacun une perception des choses et des expériences différentes. La mise en œuvre du brainstorming consiste à lancer toutes les idées qui nous viennent en tête sans se censurer et sans porter de jugement critique sur les autres participants. Fait que là, c'est juste un paquet d'idées. Puis on voit ce qu'on donne. Il y a aussi faire attention à la surabondance de choix. Parce que pour vrai, le cerveau ne peut pas prendre toutes les informations, c'est impossible. Puis quand il y a trop de choix, ben trop vient comme pas assez. À un moment donné, on ne sait plus ce qu'on veut parce qu'on a trop de choix. Fait que faire attention à ça. Ben là, il y a évaluer les pour et les contre, là, comme je disais. Il y a la visualisation que je disais un peu, d'être capable de se projeter dans un avenir incertain, de qu'est-ce qui arriverait de bien et de mal si je prenais cette décision, puis qu'est-ce qui arriverait de bien et de mal si je prenais celle-là. Mettons, on prend l'exemple de changer de relation. Parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, puis là, on trouve que il y a des choses qui ne marchent plus dans notre ancienne relation, mais il y a des bonnes choses qui marchent. Là, j'ai rencontré une nouvelle personne, mais il semble qu'on a des choses qui collent bien ensemble, qui vont bien. Je ressens des affaires différentes de ce que je ressentais, puis là, blablabla, puis là, ben, ça devient des fois ça devient vraiment une décision qui est très difficile à prendre, surtout quand ça fait longtemps que tu es avec la personne. Parce que là, tu as beaucoup... T'as tellement à perdre, mais tu peux aussi tellement gagner en changeant. Mais en même temps, ça veut pas dire t'as peut-être plus à gagner en restant. Fait que c'est là que ça devient très difficile de faire des choix, tu sais. Puis là, ben, il peut y avoir ce qu'on appelle des doutes. Tu sais, quand on doute de manière pathologique, c'est que dans le fond, le doute nous finit par nous paralyser. On revient un peu à l'hygiène du décideur. T'sais. Notre capacité cognitive évolue tout au long de notre vie. Notre cerveau se développe et mûrit tout le temps. Les comportements qu'on avait, puis les instabilités émotionnelles à l'adolescence, mais à l'âge adulte, ils changent. Les difficultés changent, nos envies changent, nos valeurs changent, nos intérêts changent. Fait qu'il faut, à l'âge adulte, prendre des fois, ben, il y a des décisions qui sont différentes. Fait que l'hygiène du décideur, ben, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, de se créer des routines, de bien manger, de bien. Fait que ça revient un peu à ça. Fait qu'il faut aussi limiter les interruptions de tâches et les multitâches. La pire chose à faire, c'est quand on est super concentré sur de quoi, puis on reçoit un paquet de notifications. Surtout quand c'est genre, hey, vente éclair ou t'as gagné la chance de gagner, là, un paquet de courriels qui sert à rien. Tu sais, les gens qui mettent urgent, puis dans le fond, c'est vraiment pas urgent. Là. Ça vient limiter énormément parce que on vient limiter nos décisions à prendre parce que notre cerveau vient d'être interrompu dans sa réflexion, dans ce qu'il faisait pour aller vers autre chose. Fait que, après ça, il faut que tu te recommences à te recentrer sur autre chose. Fait que quand tu es dans un job où tu dois prendre des décisions rapides puis que tu es constamment interrompu, c'est toute une adaptation à faire, puis c'est difficile. Mais des gens qui ont une capacité d'adaptation de l'urgence très difficile, puis qui ont besoin de beaucoup de temps pour prendre des décisions, mais c'est sûr que s'ils sont constamment interrompus par un collègue, qui sont constamment interrompus par des notifications téléphone, des appels, des gens qui trouvent des choses urgentes ou toute autre chose, même des pensées parasites des fois, ben ça fait en sorte que ça prend plus de temps encore à prendre des décisions. Fait que, tu sais, dans le fond, il faut respecter notre heure de sommeil. C'est pas tout le monde qui a le besoin du même heure de sommeil et les heures de sommeil changent d'un âge à l'autre. De respecter son heure de sommeil. Moi, j'ai besoin. Puis ça, je l'ai dit à des gens, si j'ai pas mon heure de sommeil, c'est sûr que je suis pas content. Fait que c'est sûr que mes décisions viennent difficiles. Et j'en ai parlé à des gens, à une personne, et cette personne-là, ben, elle a compris que dormir est important. Là, pour dormir, ce qui est important, ben, le plus possible, pas de stimuli dans la chambre, la lumière le plus noire possible, pas de TV, pas de téléphone, rien. Faut pas que le téléphone te dérange constamment, faut pas que tu aies la face dans ton téléphone, ne pas manger des sucres lents, pas manger trop avant d'aller dormir, essayez de pas aller dormir avec toutes les pensées de ta journée. Faites des méditations, faites du sport, faites de quoi pour sortir toutes les pensées de votre tête avant d'aller dormir. Sinon, faire des techniques de relaxation, créer une routine. Là, c'est le côté alimentation, je ne rentrerai pas trop là-dedans. On sent tout, pas manger trop de sucre, avoir des aliments riches en oméga 3, chercher des antioxydants, tout ça va être bon. Faire du sport, ça va être bon pour
notre cerveau. La musique peut être bon, l'art, la méditation, réguler notre stress. Tout ça, des choses qu'on peut faire. Nous nous sommes construits sur un certain nombre de principes de vie aussi, le fruit de notre éducation et de notre expérience. Lorsque ces principes deviennent trop rigides et que nous manquons de flexibilité à leur égard, ils peuvent se retourner contre nous. Donc ça, c'est de faire attention. Il faut garder une certaine flexibilité dans nos valeurs, et dans nos pensées, dans nos idéologies aussi. Parce que ça peut faire mal de garder ça rigide. Puis là, j'ai des exemples ici, tu sais, comme chercher à faire les choses parfaitement. Des fois, ça peut être difficile avant de prendre une décision ou avant de finaliser quelque chose, tu sais. Il peut y avoir aussi toujours faire plaisir à autrui, mais là, si tu prends toutes tes décisions en fonction d'autrui, tu vas finir frustré. Il faut être fort tout le temps, surtout chez les petits gars. Tu sais, il faut toujours être fort à m'amener, mais c'est normal d'avoir des moments de faiblesse, de vulnérabilité, de difficulté. Il y a des jours qu'on va être des super-héros, puis il y a des jours qu'on va être des patates ambulantes, des tonnes de marde, puis c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Dans la vie, il faut tout contrôler. Ben, ça devient ça gêne parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais contrôler, tu sais. Fait que ça devient difficile. Là, il y a canaliser nos émotions. Bon, si on arrive à la peur, ben là, dans la peur, comment l'évitement est perfide. La peur nous amène à éviter des choses. Il peut revêtir des apparences d'une solution sur l'instant, mais en fait, l'évitement est un faux ami. Parce que sur le coup, ça va nous soulager, mais dès que le moment je donne l'exemple, tu sais, être en relation avec des gens peut être un moyen d'évitement. C'est correct d'être en relation avec des gens, mais quand on cherche constamment l'approbation puis la relation constamment avec l'autre, c'est la présence de l'autre, mais ça nous amène à éviter quelque chose en nous. T'sais, fait que la souffrance, une fois qu'on est en solitude, revient. La consommation, les jeux vidéo, le sport excessif, la nourriture excessive, plein de choses. Il y a de plein qui peuvent éviter. Puis dès qu'on l'a pas, ben, la souffrance revient. Fait que c'est très temporaire. Fait que nous pouvons combattre l'évitement grâce à un entraînement mental. Ça sera pas magique. Lorsque nous nous imaginons vivre une scène en fermant les yeux, nous créons des voies neuronales dans notre cerveau moteur. Si nous répétons suffisamment longtemps cet exercice de visualisation, nous créons un automatisme qui va faciliter le passage à l'acte. Là, ici, c'est pour prendre des décisions. Mais c'est aussi d'apprendre à vivre avec le fait, si on a de la misère à prendre des décisions, prends une décision, tu verras ce que ça donne. Puis après ça, on travaille les autres choses parce que si on s'empêche de prendre des décisions, c'est anxiogène, la seule manière de conjuguer avec l'anxiété, c'est d'aller vers ce qui est anxiogène aussi. Mais on commence par quelque chose qui est facile, pas quelque chose qui est très dur, puis quelque chose qui est très souffrant. Là. Mais on commence par faire des actions qui vont nous mener à penser et à croire que c'est pas si dangereux que ça, puis c'est pas si anxiogène de faire des décisions. Comment conjuguer avec la colère? La colère, en premier lieu, c'est de savoir que c'est une émotion qui est saine, qui nous alerte sur le fait que nous ne nous sentons pas reconnus ou respectés et qu'il est nécessaire de poser des limites ou de faire entendre nos besoins. Mais la colère est parfois aveugle aussi. Elle peut en tout cas être mauvaise conseillère et nous avons tous à gagner, quand cela est possible, à éviter de prendre des décisions sur l'emprise de la colère. Parce que des fois, ça fait juste mettre de l'huile sur le feu. Pour bien gérer la colère, il est recommandé d'exprimer nos contrariétés au fur et à mesure. Concernant la forme, mieux vaut formuler des besoins et les choses que l'on souhaiterait que l'autre change plutôt que d'exprimer des reproches ou des jugements de valeur. Et pour cela, il faut que nous soyons au clair sur ce que nous voulons nous avant et ce que nous ne voulons pas. Donc ici, on est dans la communication. Le désir, c'est un moteur, ça nous fait avancer. Notre cerveau est émotionnel, a du mal à résister aux tentations. Il a tendance à surévaluer les bénéfices immédiats, quitte à sous-estimer la facture finale. Autant lui éviter les tentations inutiles lorsque nous le pouvons. Mais l'interdit absolu est lui aussi pernicieux. Rien n'augmente plus le désir que l'interdit. Mieux vaut s'autoriser quelques carrés de chocolat chaque jour que lorsqu'on aime cela plutôt que de vouloir s'en priver totalement au risque de dévorer une tablette de manière compulsive. Et ça, c'est bon pour tout. Hein? Moi, j'ai toujours dit qu'on n'exige pas la fidélité et la loyauté parce que ce sont des valeurs qui se donnent.
Donc, plus on laisse la personne libre de ses choix et plus elle sera apte à être libre de devenir fidèle. Ce qui ne veut pas dire, ben c'est pas grave, c'est que si pour toi la fidélité est importante, tu l'as communiqué à l'autre, mais tu ne l'exiges pas de l'autre. L'autre, elle fera son propre choix. Et à partir de ce choix-là, si elle est fidèle, nous, on va être contents. Et si la personne n'est pas fidèle, ben ça va nous amener à vivre une émotion désagréable, une trahison, de la peine, de la colère, de la déception, de la peur. Mais ça va être à nous après ça de prendre des décisions face à ça. Quelle est la décision à prendre face à tout ça? Muscler sa volonté. Bon, muscler sa volonté. Plus tu fais quelque chose, puis plus ça va t'aider à te motiver. Ça pourrait être une autre idée de podcast un jour. La motivation, ça vient pas à l'extérieur de nous, elle vient de l'intérieur de nous. Et la motivation, on ne fait pas quelque chose quand la motivation va être là. On fait quelque chose et la motivation va venir à force de le faire. Fait que c'est un peu ça que c'est muscler sa volonté aussi, tu sais. Puis ça va être de se mettre dans des situations parfois, pas tout de suite au début, où c'est tentant. Puis à un moment donné, il faut aller plus loin dans des situations où on va être capable de dire non. J'ai déjà été dans des situations où j'avais des addictions sur plein d'affaires, là, que je nommerai pas nécessairement ici, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu super facile de dire non à plein d'affaires. Là. Même que pour moi, c'est très facile de dire non à un paquet de choses. Il faut faire attention, la volonté, c'est un muscle qui s'épuise aussi. Dans le sens que si on est trop contraint d'attendre quelque chose, à un moment donné, on devient plus capable. Ça gruge quand même beaucoup d'énergie attendre après quelque chose. Quand même. Dans le sens que, tu sais, l'exemple qu'on pourrait donner, certains avaient le droit de consommer des bonbons et des biscuits mis à sa disposition quand on est en attente de quelque chose. Puis n'était autorisé qu'à piocher. Puis il fait une étude ici que l'autre était autorisé juste à piocher dans un bol de radis. Si t'aimes les radis, t'es content, là. Mais si t'aimes pas ça, là. Fait que les volontaires furent ensuite conduits dans une autre pièce où on leur demandait de résoudre des problèmes de géométrie. Ceux qui avaient dû solliciter leur self-control puis ils devaient résister aux sucreries, abandonnaient plus rapidement que ceux qui pouvaient se laisser aller quand même, parce que ils avaient quand même utilisé beaucoup de leur énergie déjà pour autre chose. Parce que ça gruge de l'énergie résister à quelque chose. Ça gruge beaucoup d'énergie l'émotion. La majorité des personnes que j'ai accompagnées, pas moi là, mais tu sais, la majorité la majorité des personnes qu'on accompagne dans des compulsions alimentaires faisaient en permanence de gros efforts de contrôle émotionnel pour refouler leur contrariété. Puis j'ai été avec quelqu'un comme ça. Par peur de déplaire, d'être jugé, de critiquer, d'être rejeté, je n'exprime pas à autrui mon désaccord. Je prends systématiquement sur moi et je refoule mon agacement. J'épuise mon stock de maîtrise de soi. Mes réserves sont alors à plat lorsqu'au restaurant arrive la carte des desserts. Ou lorsque je fais de la course. Puis, tu sais, la personne, j'y parle encore, puis des fois, elle mange pas pour toutes sortes de raisons. Pas pour nécessairement parce qu'elle veut pas, c'est parce qu'elle a comme mis son attention ailleurs. Fait que là, elle binge après des trucs. La volonté se développe si on l'exerce. Ça, c'est un peu ce que je disais tantôt sur la motivation. Nous pouvons également renforcer notre volonté à l'âge adulte en anticipant les tentations auxquelles nous pouvons être confrontés et en programmant l'attitude que nous souhaitons adopter. Par exemple, lorsque le serveur du restaurant amènera la carte des desserts, je la refuserai et dirai non merci. Lorsque mon réveil sonnera, je commencerai la journée par 10 minutes d'exercice. Plus nous prenons ces engagements et plus nous les mettons en pratique, plus ils deviennent automatiques et moins ils sont coûteux. Autrement dit, c'est un peu comme avant, comme dans les films et séries, quand ils se pratiquent devant le miroir, on se pratique de même à dire non ou à mettre. Mais c'est de se mettre des objectifs qui sont réalistes, mais c'est de les mettre en application, ces objectifs-là. Puis plus les moyens qu'on utilise, plus on se met en action, comme diraient d'autres, prendre action, plus ça va devenir facile, ça va être adopté, ça va être automatique. Donc, on ne travaillera plus. Là, je vais terminer avec ça. Pour lutter contre la procrastination, quelques techniques faciles.
Ben, de découper la tâche à accomplir en petites sous-étapes d'une durée d'1 heure environ. Oubliez le durée, juste de découper les tâches à faire. On fait ça dans les écoles maintenant. On morcelle les tâches au lieu de tout donner d'une shot. Planifier dans notre agenda des plages horaires où l'on va y travailler. Ça, je le dis en consultation. De le planifier dans son horaire. Voici, c'est là que je vais faire telle action, telle chose. Comme si on a des objectifs d'entraînement, on le met. Si on a des objectifs de ci, on le met. Lorsque l'on doit s'y mettre, ne rien faire d'autre que la tâche prévue. Ça, je donnais comme exemple, là, beaucoup. Là, moi, quand il faut que je fasse des travaux d'université, là j'en fais plus, là, mais quand il fallait que j'en fasse ou qu'il fallait que je travaille sur un projet, si je reste chez nous, j'ai trop de tentation d'être dérangé partout. Tandis que si je vais dans un café, j'ai rien à m'apporter pour me déranger parce que je suis quand même bon pour faire abstraction des gens autour de moi. Mais quand je suis chez nous, j'ai l'opportunité trop grande de faire tout ce que je veux. Fait que ça devient trop grand de faire autre chose que ce que je suis censé faire. Se donner de la reconnaissance, voir des petites récompenses lorsqu'on atteint des objectifs qu'on s'est fixés. C'est toujours bon de se récompenser, de la gratitude envers nous-mêmes. Éviter de minimiser notre accomplissement lorsqu'on a atteint notre objectif en disant que ce n'est pas grand-chose au final ou qu'on est nul. Non, dans le fond, c'est de juste d'être content de nous, d'être fier de nous, fait toute la différence. Pour vrai, c'est pas d'attendre d'être fier par les autres, ni d'attendre l'approbation des autres, mais c'est d'être fier par nous. C'est ce qui fait le tour un peu de comment prendre des bonnes décisions. C'est sûr que c'est un... Je dirais, c'est un shortcut d'informations. Je vous vomis un peu beaucoup d'informations, mais tu sais, si on veut aller plus loin, si on veut aller, soit que vous auto-formez vous-même avec des livres, avec d'autres sortes de podcasts, avec tout plein d'autres, des vidéos, des formations, peu importe. Ou soit que, si vous avez besoin d'aide, ben, il y a toujours plein de gens qui sont là en consultation, peu importe le titre qu'ils ont, peu importe le rôle qu'ils ont. Tout dépend toujours de la relation que vous avez avec, la chimie qui se passe entre les deux personnes pour pouvoir vous aider là-dedans. Je suis pas là nécessairement juste pour me vendre moi, mais en même temps, je suis là pour ça aussi. Donc, je vous souhaite une très belle journée à vous.